Bonjour, soyez les bienvenus dans notre podcast numéro 2, DST. Notre premier podcast traitait d'une fuite d'informations relative à une discussion entre officiers généraux allemands sur les hypothèses de livraison de missiles Taurus à l'Ukraine, conversation qui avait été enregistrée par les services russes et rendue publique par la présidente de Russia Today. Quel est le sujet que nous allons évoquer aujourd'hui, Christian ? Aujourd'hui, dans le DST numéro 2, nous allons traiter d'un problème très actuel. À l'aube des élections européennes qui se profilent à l'horizon, notre objectif, c'est d'ouvrir le débat sur une interrogation. L'Europe est-elle sous l'influence d'une puissance étrangère, voire de plusieurs puissances étrangères ? On sait que dernièrement, on a parlé de pots de vin versés par les Russes à des députés européens. Mais en fait, nous allons revenir, nous, sur une affaire qui commence déjà à être un tout petit peu oubliée, la fameuse affaire du Qatargate. Cette affaire commence le 9 décembre 2022. Elle est révélée par la presse belge. Et à l'époque, les médias nous la présentent comme une affaire de corruption et un peu d'ingérence au sein de l'Union européenne, avec des valises de billets de banque qui circulent d'une main à une autre. Et c'est là où, finalement, l'affaire, pour l'instant, s'est arrêtée. Il y a plus grave, et je pense que Paolo Casaca peut nous en dire un peu plus sur le sujet. Paolo Casaca est un économiste portugais. C'est un ancien parlementaire socialiste du Parlement national portugais. Il l'a été de 1991 à 1992. Mais c'est aussi un ancien parlementaire européen de 1999 à 2009. Et donc c'est à ce double titre, à la fois d'ancien homme de l'intérieur, puisqu'il a pu voir quel était le fonctionnement concret, quotidien des instances européennes, mais aussi avec les grilles d'analyse de l'économiste qu'il est. Paolo Casaca, soyez le bienvenu. Bonjour, je suis ravi d'être ici avec vous pour discuter de ce Qatargate. Pour moi, au départ, il y a un besoin de classer l'affaire pas seulement comme une affaire d'influence, mais comme une affaire de capture. Alors, capture, Paolo, si j'ai bien compris, dans votre esprit, il s'agit d'une prise de contrôle indirecte ou d'une tentative de prise de contrôle indirecte des institutions européennes. Alors ça, c'est une accusation très grave. Elle n'a pas été présentée comme ça dans les médias lorsqu'on a évoqué le Qatargate. Alors justement, comment préciser cette notion-là, parce que c'est une notion qui n'est pas si nouvelle d'une certaine manière. Je crois que vous avez en tête un auteur qu'on a un peu oublié, mais qui n'est pas n'importe quel auteur. J'ai en tête d'un côté Vladimir Volkov, qui est, à mon avis, le personnage qui explique le mieux ce que sont les techniques de désinformation et d'ingérence étrangère classiquement pratiquées par le KGB. Alors, juste un mot sur lui, parce que je ne suis pas sûr que tout le monde se rappelle ou même connaisse Vladimir Volkov. Donc, Vladimir Volkov, c'est un homme qui a été missionné par Alexandre de Maranche. À l'époque, donc, Alexandre de Maranche dirigeait le service de documentation extérieure et de contre-espionnage français dans les années 70. Et il avait, semble-t-il, missionné Vladimir Volkov pour mener une sorte d'enquête sur le KGB et notamment sur les manœuvres qu'une des directions du KGB menait en Europe et plus particulièrement en France pour essayer d'infiltrer l'entourage de François Mitterrand afin, bien entendu, de l'influencer. Et c'est sur ce problème-là précis que Alexandre de Maranche a demandé à Vladimir Volkov d'écrire un roman, Le Montage, qui a eu certain succès d'audience lorsqu'il est sorti, d'autant plus que c'était au cœur de la vie politique française. Alors Paolo, justement, fort de
de ce rappel sur cette étrange histoire de M. Volkov et de cette commande un peu particulière qui nous plonge déjà dans les jeux très obscurs de la vie politique, des manœuvres et des contre-manœuvres, de l'ingérence et de la contre-ingérence et du monde aussi des services de renseignement. Alors, si on revient au Qatargate, quand vous parlez justement de cette notion de capture, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ? Alors, je me suis inspiré des travaux de l'école néolibérale économique qui nous parle de capture réglementaire. Qu'est-ce que l'école néolibérale veut dire avec ce qu'on sait ? C'est quand des intérêts privés, notamment des grosses entreprises, des monopoles, s'introduisent dans les sphères de décision publique pour défendre ses intérêts en prétendant qu'ils sont là pour défendre l'intérêt public. C'est une stratégie de dissimulation, d'interférence que est très bien connue et que a donné lieu à beaucoup de travaux dans la sphère économique. Et là, ce que je me suis dit, c'est que c'est ça ce qui manque à Volkov et aux gens de la politique internationale, c'est de voir que c'est exactement le même type de phénomène qu'on va voir au niveau de la politique internationale. Et le Qatargate, c'est l'exemple achevé de capture des institutions européennes. Parce que, au départ, le Qatargate était la garde à vue de 4 personnages. Monsieur Panzeri, c'est le plus connu, il était l'ancien président de la sous-commission des droits de l'homme au Parlement européen, son assistant, qui, entre-temps, était marié avec une vice-présidente du Parlement européen. Autant en 2022, elle était toujours vice-présidente. Et aussi le leader de plusieurs ONG qui se trouvaient aux mêmes adresses que l'ONG de M. Panzeri, M. Talamanca. Et avec ça, on découvre plus d'1 million de billets, parfois dans des conditions assez burlesques, comme dans une valise avec des couches du bébé, du couple de Mme Cali et de M. Giorgio, qui était l'assistant de Panzeri. Et donc, c'est là que l'opinion publique se concentre. C'est sur la vice-présidente, qui avait fait des discours très clairement pro-Qatari. Mais là, on oublie une chose, c'est que grâce aux écoutes faites par les autorités de sûreté belges, qui ont pris toute l'année 2022, parce que tout le scandale, c'était l'aboutissement d'une investigation qui a duré plus d'1 an et qui a mobilisé au moins les services de renseignement de 5 États membres de l'Union européenne. Et donc, ces écoutes qui étaient rendues publiques, au moins quelques-unes entre elles, on montre que M. Panzeri dit à son ancien assistante, à Giorgio, calme ta femme, parce qu'elle n'a pas compris. Cette publicité qu'elle fait du Qatar est nuisible à ce qu'on veut faire. C'est pas ça ce qu'on veut. On veut pas des discours pour dire que le Qatar est très bien. Elle en faisait beaucoup trop, cette dame. On en faisait beaucoup trop. Elle ne comprenait pas quelle était la stratégie. Elle était quelqu'un de secondaire par rapport au montage. Oui, c'est comme on dit dans un certain monde, c'était une sorte d'idiote utile, pour reprendre l'expression chère au service de renseignement soviétique avant la chute du mur. Et donc, elle essayait de bien faire par rapport aux valises de billets
publicité qui était engrangée dans cette démarche. Voilà. C'était quoi la publicité qu'elle faisait du Qatar, en fait? Elle parlait c'était de quoi? par rapport aux droits de l'homme, et c'était la chose qui était plus en éclair, c'était le championnat du monde, et donc les conditions auxquelles les gens qui ont travaillé pour ce championnat étaient soumises, et donc il y avait un gros débat là-dessus. C'était donc, en gros, si j'ai bien compris, elle faisait des déclarations pour démontrer que le Qatar était un pays respectueux des droits de l'homme et n'était pas ce pays montré du doigt qui faisait travailler des travailleurs immigrés, en l'occurrence, sur des chantiers pour construire les fameux stades, et avec le taux de mortalité assez important qui a été découvert par la suite et qui n'a pas du tout joué un rôle quelconque pour que les fameux championnats du monde n'aient pas lieu, par exemple. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de polémique. Si j'en reviens à cette dame, donc, elle en a fait trop. Alors, quelle est la suite de cette histoire par rapport à cette intervention? Alors, je crois que ce qu'il y avait de plus important, c'était passé déjà en été 2023, quand la sûreté belge fait savoir au Financial Times, pas à la presse belge, et je crois que ça c'est très intéressant, que déjà un an auparavant, c'est-à-dire en juillet 2022, ils avaient déjà transmis aux autorités judiciaires belges le rapport qui disait d'une façon très claire que le centre du problème était la sous-commission des droits de l'homme au Parlement européen et sa présidente, Madame Maria Arenas. Et ça, c'était connu seulement en juillet. Et ça, c'est assez bizarre. C'est-à-dire il y a une rétention de l'information. Le gouvernement belge, de par ses services de renseignement et son ministère de la Justice, a une analyse très claire de la situation. Et cette analyse, elle reste bloquée, en quelque sorte. Elle ne donne lieu à aucune autre forme de prise de parole ou d'interpellation de la Commission européenne sur un dysfonctionnement qui n'est pas du tout anodin. Voilà, c'est-à-dire cet aspect de la question a été mis à l'écart, comme il était mis à l'écart que 15 jours avant le 9 décembre, il y a eu une grande conférence qui a pris 2 jours au Parlement européen où les 2 principales ONG impliquées, celle de M. Panzer et celle de M. Talamanca, en coopération avec le think tank du Parlement européen, pendant 2 jours, ont discuté le futur des droits de l'homme. Je crois que cette conférence, c'était l'aboutissement de la capture. Alors qu'on comprenne bien, parce que ça c'est très important ce que vous dites, Monsieur Casaca. Là, on voit à la manœuvre 2 ONG qui généralement, l'opinion publique, quand elles entendent parler d'ONG, ce sont des structures qui dénoncent des irrégularités, des atteintes aux droits de l'homme, des faits commis par des États à qui on est en droit de reprocher un certain nombre de malversations, voire de crimes dans certains cas. Là, les 2 ONG dont vous nous parlez, c'est le contraire, c'est-à-dire qu'elles vont tenir de grands discours sur l'avenir des droits de l'homme, et le Qatar, dans l'histoire, on l'oublie, c'est-à-dire les quelques milliers de travailleurs immigrés qui sont morts en construisant les fameux stades de football, ils ont disparu, ils sont volatilisés dans les piliers en ciment ou dans le sable, je ne sais pas, et je suis désolé pour eux d'utiliser cette image aussi maléfique, mais toujours est-il que on est là devant une opération pour endormir d'une certaine manière le public ou les participants à cette sous-commission, j'aime bien l'expression sous-commission d'ailleurs, des droits de l'homme au niveau européen. Et lorsque ces 2 ONG prennent la parole, qu'est-ce qui se passe? Il y a un débat ou
Il en sort quoi de ces fameux deux journées de discussion? Alors, on peut voir dans le site de cette ONG l'association pour la lutte contre l'impunité et pour la justice transitionnelle. C'est vraiment une expression. Intéressant comme appellation. C'est assez lunaire. On aime bien voler haut au niveau de l'Union européenne sur ce type d'expression. Voilà. Disons que ça dépend des justices traditionnelles. Il y en a qui coupent les têtes de manière tout à fait traditionnelle. Oui, mais là, on est plus poétique. On préfère vraiment prendre de la hauteur par rapport aux grands enjeux de l'humanité. Voilà. Alors, maintenant, ce site n'est plus disponible, mais il était disponible. Et il Quand montrait... vous dites ce site, c'est-à-dire le site de cette association, le site web-site. Le site Internet voilà. de l'ONG a disparu. A disparu, n'est plus là. Mais pourquoi l'ONG n'existe plus? Je ne sais pas si elle n'existe plus. Quand j'ai consulté les registres quelques mois après l'éclatement du scandale, elle existait toujours. Tout simplement, elle avait changé d'administration. Maintenant, c'est peut-être le cas qu'elle n'existe plus, mais elle était placée, elle partageait son siège avec 12 autres ONG. 6 d'entre elles étaient dirigées par la même personne et tenaient le même discours. Ils étaient toujours associés. Donc, quand on voit, par exemple, cette conférence de 2 jours au Parlement européen, c'était les 2 ONG qui étaient présents. Quand on voyait le site, on voyait Madame Arenas. Toujours, presque toutes les semaines, elle avait des actions publiques de cette ONG. On pouvait voir, et ces livres, ils existent toujours, on peut les voir autrement, parce que ces ONG ont des homonymes à Rome et à New York, l'autre ONG de M. Talamanca. Les livres de centaines de pages, des rapports sur les droits de l'homme, où on voyait clairement une inversion de ce que sont les droits de l'homme, où M. Khashoggi et M. Soleimani étaient présentés comme les gros héros des droits de l'homme. Les gros héros. Parce qu'il peut y avoir une confusion qu'on peut comprendre d'une certaine manière, mais disons les gros héros pour l'instant. Les gros héros des droits de l'homme, c'est-à-dire le chef des gardes révolutionnaires islamiques iraniens d'un côté, et d'autre côté, un opérationnel des frères musulmans qui était en effet assassiné par les services de l'Arabie saoudite. Et donc, qui était le symbole, toute la politique extérieure du Qatar était centrée sur Khashoggi. Alors, arrêt sur son et non pas arrêt sur image. Petit détail, vous venez de nous parler d'un groupe d'ONG. Certaines ont 6, si j'ai bien entendu, sont dirigées par la même personne. Alors, Elles sont à la même adresse. C'est quand même intéressant. Là, on entre déjà dans une nébuleuse. L'Union européenne passe son temps à faire la morale aux États membres. Et je ne dis pas ça parce que par esprit anti-européen, je dis ça tout simplement pour remettre en place le curseur où il doit être mis en place. Donc nous avons une Union européenne qui passe son temps à faire la morale, et on découvre que derrière cette sous-commission droits de l'homme gravitent des groupes d'ONG dont au moins 6 sont dirigés par la même personne. Arnaud nous précise, positionnés à des adresses différentes. Non, à la même adresse. À la même adresse. C'est encore plus facile à voir. C'est encore plus facile. Ça ne dérange personne. Oui. Ça ne dérange personne. Tout va bien. C'est-à-dire qu'on dormait bien, braves gens, parce qu'on est vraiment, je suis désolé de faire de l'humour noir, mais c'est dramatique quand même. Qui contrôle quoi dans Et il faut se rappeler qu'il existe un registre de transparence dans l'Union européenne et que ces 6 ONG dirigées par la même personne et qui avaient la même adresse postale, en fait, ont rempli toutes les 6, enfin j'imagine que c'est la même personne qui a rempli le même formulaire, donc elles ont donné toutes les informations pour s'enregistrer sur le registre de transparence. Arnaud, c'est plus grave, c'est que elles n'ont pas rempli le registre de transparence et donc elles ne devraient pas
Elles ne l'ont même pas rempli. Ah bon? Elles ne devraient pas être permis d'accéder au Parlement européen, mais ils n'ont pas seulement accédé, mais ils ont eu tout. Ils ont eu le parrainage de toutes les institutions, pas seulement de la sous-commission, mais je répète, le think tank du Parlement européen. Pardon? Think tank. Le think tank. Le think tank du Parlement européen. À la française. L'accent français. Oui, c'est comme ça qu'il se présente, même dans la langue française, sur le site Internet. Et ça, c'est très, très, très important, parce que c'est une machine énorme, et c'est ce think tank qui modèle la plupart des prises de position. Donc en fait, on a des ONG qui ne respectent pas les processus réglementaires d'enregistrement et qui, malgré cette absence et ce comportement irrégulier, ont une reconnaissance institutionnelle et participent à l'élaboration des politiques publiques de l'Union européenne en matière de droits de l'homme. Tout à fait, c'est ça. Voilà une belle leçon de fonctionnement que nous donne l'Union européenne. Je crois que comme exemple caractéristique d'un des trous noirs, parce que je ne sais pas comment appeler ça autrement, je pense qu'il faut garder ça en mémoire, parce que M. Casaca, moi, ce que j'aimerais savoir, c'est la suite. C'est-à-dire que derrière cette nébuleuse ONG, on voit apparaître, vous avez cité des lieux géographiques, pas forcément qu'en Europe, parce que vous me parlez des États-Unis aussi, semble-t-il. Comment décrypter ça? Parce qu'on a d'un côté le Qatar, on a de l'autre côté des valises de billets de banque. On a enfin une nébuleuse d'ONG et on rajoute au milieu des personnes qui ont des responsabilités au sein de structures de l'Union européenne. Alors, quand on parle du concept de capture, cette espèce de regroupement de différentes forces ou de flux d'argent, comment on va le matérialiser in fine? Ça donne quoi? Quelle est l'analyse pour aller un peu plus loin, justement? Je crois que ce qu'ils sont en train de faire, c'est d'inverser la réalité. Et on le voit, en l'occurrence, par rapport à ce qui s'est déclenché. Alors, inverser la réalité, vous en avez donné déjà un exemple, parce que citer un des dirigeants des gardiens de la Révolution, d'une part, et citer un frère musulman, et pas des moindres, d'après ce que j'ai compris d'autre part, si c'est ces personnages-là qui sont présentés comme des exemples de défense des droits de l'homme, enfin je ne sais pas si c'est sous cet angle que ça a été présenté, comme des martyrs peut-être? Comme des martyrs, voilà, comme des martyrs, et leur élimination comme le symbole de la violation des droits de l'homme. Bien sûr. C'est ce qu'on appelle une validation post-mortem. C'est-à-dire que si j'extrapole un peu le mode de fonctionnement cérébral de l'Union européenne, éliminer à d'autres époques un tueur nazi ou quelqu'un qui pourrait ressembler bigrement à ça, je ne sais pas, moi, dans le conflit ex-yougoslave, à partir du moment où ils ont été tués, ils deviennent des martyrs, parce que ce n'est pas un respect des droits de l'homme. Voilà une dialectique européenne qui est très séduisante dans son ouverture d'esprit et de cœur. Là, je dois dire que on est vraiment dans le dur, là, quand on entend ça. Parce qu'il faut se pincer, monsieur Casaca. Ça ne fait pas exploser de rire jaune les gens qui voient des choses pareilles. Voilà, je crois que pour les européanistes convaincus comme moi je suis complètement européaniste, mais l'Europe à moi, c'est pas ça. J'ai bien cru comprendre. L'Europe à moi, c'est le contraire de tout ça. Et je crois que... Parce que vous étiez sur l'inversion, donc on est à l'inversion des symboles au niveau martyr, par exemple. Un assassin devient un martyr, ou un manipulateur totalitaire dans son esprit devient un martyr. Et au-delà de ça, qu'est-ce qu'il y a de troublant si on ajoute les autres éléments? Ce qui est le plus troublant, c'est qu'on a vu ces gens-là prendre le contrôle du procès décisionnel européen et rien s'est passé après. Parce qu'on a eu une commission de l'enquête de l'ingérence étrangère. D'ailleurs,
Et il y avait déjà une depuis 2020. Et le deuxième rapport, qui était fait après le Qatargate, il a décidé de parler de la Russie. Alors attendez, parce que ça c'est un autre point important. Il y a une commission qui a été créée, ou qui existait déjà, une commission d'enquête sur le Qatargate. Deux, parce que normalement les commissions d'enquête ont un temps limité, ne peuvent pas être perpétuelles. Et donc, comme la première, c'était déjà la fin quand le Qatargate a eu lieu, ils ont fait une deuxième. Et donc, cette deuxième, par exemple, c'est dans la presse. Elle cite 3 fois le Qatar et presque 70 la Russie, par exemple, qui, sur ce Qatargate, n'a rien à voir. D'accord. Donc, on a là une opération assez intéressante. C'est-à-dire que le Qatargate ne débouche pratiquement sur rien. Voilà. On peut quand même espérer que les billets de banque qui ont été récupérés n'aient pas été rendus à ceux qui les détenaient. Parce que dans une Europe aussi généreuse sur le respect des droits de l'homme, on peut considérer ça serait presque logique d'une certaine manière. On pourrait imaginer qu'une saisie devienne du viol. Ah, mais bien entendu, et qu'au nom des droits de l'homme, de l'argent mal pris soit restitué. Surtout quand il est a priori distribué par un pays qui n'a rien à se reprocher, qui s'appelle le Qatar, qui est un pays qui, comme tout le monde et chacun sait, est ô combien utile à un certain nombre d'États membres de l'Union européenne, dont la France d'ailleurs, si on devait rappeler cette petite particularité. Donc, revenons à ce point quand même qui est surprenant. Il n'y a pas eu de procès pour sanctionner les personnes qui ont été mises en garde à vue, notamment les personnes qui dirigeaient ces ONG. Qu'est-ce qui s'est passé? La justice belge s'est-elle mise en panne volontaire? Alors là, on attend toujours que l'accusation soit formulée, mais ce qu'on peut lire dans la presse, c'est que exactement, les inculpés sont en train de faire le discours que vous aviez déjà affleuré. Ah, nous sommes des victimes, il y a des erreurs de procédure, et la presse dit que tout ça va rien aboutir et que possiblement les millions seront restitués. Voilà, c'est pas... D'accord, c'est-à-dire que, en gros, si je me résume, détenir chez soi, au milieu de couches-culottes, quelques centaines de milliers d'euros, finalement, c'est complètement naturel. Donc, le conseil qu'on peut donner aux citoyennes et citoyens européens, c'est que si vous voulez, à l'intérieur de l'espace Schengen, porter de l'argent illicite, prenez bien soin de le mélanger avec des couches-culottes et vous ne risquez rien finalement. C'est une sorte de jurisprudence européenne qui montre encore l'extraordinaire générosité d'une union qui chaque jour nous prouve sa bonne foi et le fait de l'encourager à lui faire confiance. Il y a un problème, Monsieur Casaca, parce que moi aussi je suis européaniste, mais je ne veux pas mourir idiot. Je ne veux pas en arriver à cette comédie humaine, parce que là, on est vraiment dans la comédie humaine à l'état pur, et pour masquer le Qatargate, on arrive avec le Russiagate. Bon, je ne serais pas si tranchant parce que la justice, les choses peuvent se passer contrairement à ce qu'on peut lire dans la presse. Oui, il faut une patience belge. Donc, je ne sais pas s'il y aura d'accusation ou non, mais je crois que vous aviez tout à fait raison quand vous dites que l'affaire russe, que, à mon avis, est bien réelle. Ah ben oui. Non, mais j'ai pas dit qu'elle n'existait pas. Voilà. J'ai dit qu'une information tue l'autre. Voilà, il est utilisé pour cacher l'autre. Monsieur Casaca, donc cette opération s'appelle Qatargate. Donc au départ, les médias ont expliqué que c'était des agents marocains qui avaient donné des valises de billets type tonton flingueur. Après, il a été indiqué que c'était le Qatar qui était à l'origine. Bon, mais jusqu'à présent, le Qatar qui finance des ONG, qui corrompt, en fait, c'est une opération assez à l'ancienne.
Est-ce que vous pouvez revenir sur la notion de capture et préciser les méthodes et les techniques qui sont utilisées par le Qatar pour, en fait, diriger de manière plus intense en fonction de ses intérêts, diriger ou faire écrire des nouvelles règles européennes qui seraient à son bénéfice. Premier bénéfice, c'est déjà de ne pas être dans la liste des pays avec lesquels l'Union européenne ne veut pas commercer. C'est déjà un premier intérêt majeur. Voilà. Vous aviez bien invoqué, par exemple, cette affaire du Maroc. C'était 3 jours, le 12 décembre, que le Maroc vient au public. Et après le Maroc, c'est la Mauritanie. Après la Mauritanie, c'est le Koweït. Et probablement, si on peut éteindre la liste d'une façon assez conséquente. Là, pour la question des billets, je crois même que les Marocains n'ont rien à voir avec ça. Encore une fois, c'était le Financial Times qui a révélé que c'était un Turc basé à Londres qui était responsable du lien avec le Qatar. C'était pas le Maroc. C'est une opération assez différente, mais la question essentielle, c'est de voir tout le matériel que ces ONG ont produit en rapport avec la sous-commission des droits de l'homme et en rapport avec le think tank du Parlement européen. C'est ça la question essentielle. Donc là, en fait, la première phase de capture passe par de la production de connaissances par des organisations à l'intérieur du système européen qui sont phagocytées par des jeux d'influence, d'achat de personnes venues d'une puissance étrangère. Et la puissance étrangère en question, et c'est le Financial Times qui le dit, c'est le Qatar. Tout à fait. Ça, c'est la première phase. Produire de la connaissance, oui. Donc endormir d'une certaine façon les gens par des propos, on en a parlé il y a quelques minutes, qui sont quand même assez sidérants. On parle des tueurs devenus martyrs ou des manipulateurs d'opinion avec des visées totalitaires devenus martyrs. Mais je suppose qu'il y a le fait d'entrer par la sous-commission des droits de l'homme, c'est assez astucieux. Alors on peut le comprendre dans l'objectif, parce qu'il y avait ces accusations que le Qatar voulait étouffé par tous les moyens concernant le prix payé pour construire ces stades de football, le prix humain, j'entends, mais c'est assez astucieux aussi parce que les manœuvres qui consistent à prendre le contrôle intérieur en pénétrant un système, donc on en revient à votre concept de capture, aller trouver la légitimité dans la défense des droits de l'homme, c'est quand même bien vu, quelque part. Tout à fait. Et je crois que l'objet fondamental de l'opération, c'est pas couvrir le football. Le football, c'est peut-être une opération secondaire. Et ils ont disons, laissé le football comme objectif parce que, en effet, on souffre pas beaucoup de... Si on dit qu'il y a de la corruption au football, tout le monde le sait, et tout le monde continue à voir les spectacles. D'un côté, c'est ça, et d'autre côté, les rivaux du Qatar, soit les Émirats, soit l'Arabie Saoudite, ont poursuivi exactement la même logique avec le football. Donc, pour eux, c'est pas un problème. C'est un problème beaucoup plus important d'exposer qu'ils ont entrer dans la définition de ce que c'est la violation des droits de l'homme. Ça, c'est beaucoup plus important. Et si on doit parler d'un deuxième pays associé au Qatargate, le deuxième, c'est l'Iran. Et la presse belge a fait un silence total sur l'Iran. Alors pourquoi l'Iran ? Alors, l'Iran est présente notamment par M. Mammadov, qui était un des fonctionnaires du groupe socialiste associé au Quincy Institute et que était mis en examen dans le contexte
du Qatargate par le groupe socialiste et écarté de ses fonctions. Le groupe socialiste européen. Qui est au Parlement européen. Voilà, et qui est au centre de Qatargate, dont tous les personnages principaux sont liés, en effet, malheureusement, au groupe socialiste. Et donc, c'est l'Iran qui est complètement écarté de la photographie. Et on le voit très bien si on voit le contenu des rapports qui sont présentés par ces ONG à la sous-commission des droits de l'homme. C'est là, c'est l'élément essentiel de comprendre quel est le message, qu'est-ce qu'ils veulent introduire dans l'arrière-pensée. Alors, quel est ce message, justement ? Le message, c'est que le gros problème, c'est l'islamophobie. Le gros problème des droits de l'homme, c'est l'islamophobie. C'est ça le message, c'est le cœur de toute cette opération. Donc il y a un intérêt convergent, objectif, entre ce que fait le Qatar d'une part et l'Iran d'autre part. Tout à fait. L'intérêt convergent, c'est d'infiltrer le système européen par la légitimité maximale de la défense des droits de l'homme et en faisant en sorte, par le rachat d'individus qui participent à cette sous-commission, voire qui la préside ou vice-préside, et par la production de connaissances, donc ces deux moyens-là, pour petit à petit insuffler une certaine forme de pensée, de prise de conscience, et de faire en sorte que l'islamophobie devienne un des problèmes principaux à traiter par l'Union européenne. Tout à fait. On ne pourrait pas dire mieux que vous l'aviez fait. C'est ça le cœur, et on voit les conséquences, les fruits de ce travail, on le voit après le pogrom de l'octobre passé en Israël, qui était minimisé partout, comme si ce n'était pas une violation majeure, écrasante de tous les droits, de tous les fondements de notre société. C'est, je crois, un symbole de la réussite de cette stratégie menée notamment par le Qatar, mais aussi par l'Iran. Et là, il faut dire... Oui, juste une remarque par rapport aux crimes contre l'humanité commis par le Hamas lors du 7 octobre. S'il existait une échelle de Richter de l'horreur humaine, et personnellement, je me passerais du fait qu'elle existe, à ma connaissance, je peux me tromper, mais dans l'histoire du XXe siècle, les pires bourreaux de l'histoire du XXe siècle, je pense des Einsatzgruppen ou des bataillons de police auxiliaires allemands opérant sur le front de l'Est. Si je prends ces cas-là, c'est-à-dire en contact direct avec des populations dont ils extraient une partie pour les assassiner en les fusillant, en les tuant par balles. À ma connaissance, je ne crois pas qu'il y ait une image qui montre la jouissance de tueurs fanatiques en train d'assassiner des gens après les avoir violés, que ce soit des petites filles, des femmes âgées ou des femmes, se filmer en train de jouir. La Waffen-SS nazie n'a jamais produit un document de ce genre. Le Hamas l'a fait. Comment peut-on faire l'impasse sur ce niveau abject? Voter aux élections européennes, c'est d'abord dire non à cette merde humaine. Tout à fait. Tout à fait. Je voudrais tout simplement rappeler que le Hamas est la section en Palestine des frères musulmans, qu'elle est installée à Doha, à la capitale du Qatar, qu'elle a un rapport de pleine coopération avec les gardes révolutionnaires islamiques de l'Iran,
qui sont en train de mener une guerre tous azimuts contre toutes nos valeurs, contre l'Occident, et pas seulement. En tout cas, le problème qui est soulevé par cette affaire, qui au départ est, comme vous le disiez tout à l'heure, ubuesque dans ses détails, et qui est devenu une non-affaire, c'est-à-dire le Qatargate a été enterré. On peut vraiment se poser la question de savoir si un jour on le fera réapparaître par le canal normal, c'est-à-dire l'affaire judiciaire, le jugement, avec des gens qui devraient être théoriquement condamnés pour les erreurs ou les fautes qu'ils ont pu commettre. Il y a là un problème de fond. Et ce que vous venez de rappeler tout à l'heure, et ce que j'ai rappelé moi avec beaucoup de violence, mais parce que je ne supporte pas ce qui s'est passé le 7 octobre, personnellement en tout cas, c'est un avis très personnel, mais toujours est-il que aujourd'hui, donc on est en avril 2024, cette problématique de la capture au sein de l'Union européenne, est-ce qu'elle se poursuit? Est-ce qu'il y a eu un début de prise de conscience? Est-ce qu'il y a un débat sur ce sujet dans certains pays? Je n'ai pas le sentiment pour l'instant que dans le débat en France sur les élections européennes, ça soit même un sujet, il n'existe pas. Donc, qu'en pensez-vous, Monsieur Casaca? Vous êtes portugais, vous voyez ça donc d'un autre pays d'Europe. Comment voyez-vous la situation évoluer? Oui, je suis très concerné. Je partage entièrement vos sentiments par rapport à l'horreur maximale, à l'écale de Richter ou n'importe comment. Et je suis très concerné et je souhaite que ce débat soit un début d'une prise de conscience européenne de ce qu'on a devant nous. Parce que il faut finir avec l'utilisation, toujours qu'on voit le Qatar, on dit « Ah, la Russie ». Évidemment que la Russie, c'est un énorme problème. Mais ça ne veut pas dire que le Qatar et que l'islamisme n'est pas aussi un problème majeur. Ah, si on critique l'Europe, ah, vous êtes fasciste, vous êtes extrême droite. Non, je ne suis rien de ça. Non, j'ai rien à voir avec ça. Je crois que, bien au contraire, extrême droite sont ceux qui sont en train de regarder de l'autre côté devant ces crimes abominables dont vous venez de parler. Ça, c'est l'extrême droite, à mon avis. Ce que je crois, c'est que il faut se mettre en position de défendre les valeurs et il ne faut pas être dupe. Comprendre que derrière une chose qui n'est pas bonne se cachent très souvent des choses qui sont encore pires. Et dire que le Parlement européen ne peut pas continuer à oublier et à faire semblant que rien s'est passé, comme c'est le cas. Il faut lire les rapports qui sont produits par le Parlement européen et c'est absolument accablant. Il n'y a absolument rien sur le fond de tous les problèmes qu'on vient d'affleurer. Alors moi, je voudrais dire deux choses à ce stade. La première, c'est que en fait, ce que vous avez décrit comme étant la première phase de la capture, en fait, c'est ce que Christian et notre centre de recherche appellent l'encerclement cognitif. Et c'est un encerclement cognitif d'une intensité telle qu'en réalité, il produit une saturation cognitive par une surabondance d'informations et de production au bénéfice, dirais-je, ou en direction de la sous-commission des droits de l'homme du Parlement européen. Est-ce qu'il existe d'autres processus que cette manière de faire pour activer ou renforcer ou faire durer dans le temps, puisqu'en fait le propre du Parlement européen, et dans 2 mois on s'en rappelle, il y a des élections, c'est le renouvellement des parlementaires. Donc est-ce qu'il y a d'autres logiques plus institutionnelles que liées aux personnes qui probablement, potentiellement sont renouvelées à chaque mandat? Et le deuxième aspect que je voudrais évoquer, c'est pour faire comprendre pourquoi le Qatar essaye ou a réussi à prendre
à faire la capture et à prendre le contrôle de la sous-commission des droits de l'homme du Parlement européen. Parce qu'il faut quand même se rappeler que l'Union européenne, en tant qu'institution juridique, prend des sanctions économiques. Elle prend 3 types de sanctions économiques. Premier type de sanctions économiques, c'est la transposition des sanctions économiques décidées par l'ONU et qu'elle transpose en droit européen. Le deuxième type de sanctions économiques, c'est des sanctions économiques que l'Union européenne prend pour renforcer, donc pour aller plus loin que les sanctions économiques, enfin les mesures de coercition économique en droit international décidées par l'ONU. Mais il y a un troisième type de sanctions économiques qui sont les sanctions économiques autonomes, c'est-à-dire prises par l'Union européenne et uniquement par l'Union européenne. Il y a 2 types de sanctions dans cette troisième catégorie qui sont les mesures dites restrictives et les sanctions économiques à proprement parler. À l'heure actuelle, il y a 30 régimes de sanctions économiques qui sont prises par l'Union européenne. Eh bien, parmi ces 30 régimes de sanctions économiques, le Qatar ne fait pas partie d'un régime de sanctions économiques. Et c'est là l'enjeu et l'intérêt du Qatar sur la capture de cette sous-commission des droits de l'homme, parce que la motivation essentielle des sanctions économiques, c'est que les tiers, États, ONG, personnes privées ou entreprises, portent atteinte, directement ou indirectement, aux droits de l'homme. C'est la raison pour laquelle des sanctions économiques sont prises par l'Union européenne. Et à partir du moment où, par le truchement de la sous-commission des droits de l'homme du Parlement européen, la définition de l'atteinte aux droits de l'homme est orientée en fonction des intérêts du Qatar, ça permet à celui-ci d'éviter les sanctions économiques. Ils vont plus loin que ça, parce que, à part les sanctions, il y a aussi les cadeaux, notamment le système GSP et plus spécifiquement le GSP+. Est-ce que vous pouvez nous préciser ce que c'est que le GSP et le GSP+? Oui, voilà. Ce sont des schémas de commerce avantageux qui sont donnés aux pays moins développés. Et le GSP+, a comme condition le remplissement d'un tas de conditions de droits de l'homme, pas seulement environnement, droit de travail. Enfin, il y a 27 conventions. C'est un système assez complexe, mais le fondamental, et c'est là où le Qatar était en train exactement d'intervenir, c'est que un pays comme le Bangladesh, qui évidemment n'est pas la Mecca des droits de l'homme, mais qui a osé sentencier des dirigeants des frères musulmans, accusés de génocide, et qui les a, en effet, il les a pendus. Le Qatar a juré, les frères musulmans ont juré, la mort de ce régime. Et donc, un des objectifs fondamentaux, c'était exactement de faire que la sous-commission dit non jamais au GSP+, pour le Bangladesh, comme rétorsion par ces... Ah oui, donc ça va effectivement beaucoup plus loin. C'est pas simplement pour eux éviter d'avoir des sanctions, mais... Voilà. Donc, ah oui, alors là, ça c'est une illustration c'est la capture. De capture. Puisqu'en fait, ils orientent les décisions de la sous-commission contre leurs propres adversaires, pour qu'en réalité, ce soit l'Union européenne qui devienne leur bourreau. Ou leur exécuteur de base d'office. Voilà, les sommes, les petites sommes que la Mauritanie, par exemple, versait là, à ces gangsters-là, ces ONG, c'était pour n'être pas ciblés pour l'esclavage, qui est vraiment un fait majeur. Disons, c'était l'influence, c'est-à-dire c'était pour se défendre à soi-même. C'était pas pour mettre en marche une politique européenne universelle pour l'esclavage. Ce sont des choses différentes. Ici, le Qatar veut s'accaparer de tous les instruments européens pour faire sa politique au nom de l'Europe, pour tout le monde.
et du point de vue des membres de la sous-commission des droits de l'homme, puisqu'on a discuté en fait du point de vue de l'opérant, hein, du point de vue des cibles membres de cette sous-commission. À votre avis, quels sont les processus qui les conduisent à adopter ces définitions quand même tout à fait biaisées des droits de l'homme et à agir, je ne dirais pas accepter, parce que ça voudrait dire qu'ils le sachent, à agir en direction des intérêts du Qatar. Alors, j'attire l'attention de notre auditoire. Je vous invite, on mettra le lien dans la description, pour voir qui sont les membres actuels de la sous-commission des droits de l'homme et de se poser des questions sur leur avenir, puisque certains sont candidats à leur renouvellement. Oui, bon, il faut dire qu'il y a des membres de cette sous-commission qui ont fait publiquement constat de cette capture du Qatar sur la sous-commission et qui était attaquée beaucoup dans les réseaux sociaux. Il y a eu des gens qui se sont rendus... On mettra aussi en description. Oui, qui se sont rendus compte. Mais Maria Arenas, Panzeri, qui a inauguré la série, qui était succédée par Maria Arenas, elle est évidemment que je l'ai vue en action, et sait très bien ce qu'elle fait. C'est une personne très intelligente, et évidemment qu'elle sait qu'elle fait la politique du Qatar. C'est clair et net. Et derrière elle, c'est pas seulement elle, parce que c'est pas possible sans que les services, le personnel, ou au moins des gens clés dans la machine du Parlement européen soient là-dedans. Là, c'est quelque chose que moi, comme parlementaire, je sais très bien. On peut être parlementaire européen et sans rien comprendre, sans rien savoir, parce qu'il y a toute une machine qui fait tous les rapports, qui fait les amendements, et on peut naviguer. On peut être conscient, mais on peut être aussi inconscient. La machine, elle est là. Donc, cette machine a une importance capitale. Il faut regarder la machine. Évidemment que la machine, c'est pas uniforme. Il y a ceux qui sont mieux et ceux qui sont moins bien. Mais il faut la regarder. Il faut faire beaucoup d'attention. Parce que j'en suis sûr qu'elle est infiltrée. Autrement, ça serait pas possible. Mais est-ce que vous pensez que c'est plus de l'ordre idéologique, culturel, philosophique, bassement matériel, de la corruption directe, avec de l'argent sale qu'on met dans les couches pour qu'ils soient plus propres. Donc, je crois que c'est un mélange de tout ça, comme c'était d'ailleurs déjà le cas avec le KGB. C'est-à-dire qu'il y a une grosse majorité, plus de 90% des gens qui suivent ce qui se passe, qui ne veulent pas trop voir au-dessus, en dessous, qu'est-ce qu'il y a. Il y a ceux qui sont idéologiquement capturés, il y a ceux qui sont capturés par l'argent, et entre les deux, il y a tous les sortes de cas de figure. Je crois que le cas de Madame Arenas, qu'elle avait certainement un intérêt matériel dans tout ce qui s'est passé, c'est clair. Mais pour une grande partie, ça marche, cette affaire-là de l'islamophobie, ça marche très bien. Le Qatargate, tel qu'on vient d'en parler, et je remercie vivement M. Paolo Casaca d'avoir accepté justement de contribuer à ce podcast numéro 2 de DST, aborde un des problèmes centraux de la guerre cognitive, à savoir l'encerclement cognitif. L'encerclement cognitif, tel qu'on l'étudie, est une démarche particulièrement subtile pour arriver à prendre le contrôle de manière indirecte d'une cible, que ce soit une institution ou une toute autre forme de structure. La question qui se pose, et nous nous la poserons bien sûr dans les podcasts futurs, c'est comment contrer un encerclement cognitif. Il est clair qu'aujourd'hui, dans l'état où est l'Union européenne, mais aussi dans l'état où est la France, nous n'avons pas de solution.
nous n'avons pas de solution, car la morale, si je dois utiliser ce mot-là, si j'ose utiliser ce mot-là, dans cette histoire, c'est que tout le monde ferme les yeux, met les miettes sous le tapis et ne répond pas au problème qui est posé. Or, la question de la capture dont vient de nous parler M. Paolo Casaca est une question essentielle, car c'est aujourd'hui un des éléments les plus incisifs et les plus efficaces dans les rapports de force tels qu'on peut les étudier au CR 451 ainsi qu'à l'école de guerre économique.